3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Aymeric Didet est à nos côtés, directeur de la gestion de Pergame. Bonsoir Aymeric. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Stéphane Déo d'être avec nous également. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Grégoire. Vous êtes gérant senior chez Eleva Capital et Gilles Guibou nous accompagne. Bonsoir Gilles. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Vous êtes responsable de la gestion action européenne d'AXA IM. Téléperformance nous rappelle aujourd'hui que Nvidia et la frénésie autour de l'IA et des développements de l'IA générative ne fait pas que des gagnants à ce stade, je le disais en introduction. C'est net positif pour toute une série de secteurs, à commencer par les semi-conducteurs et Nvidia en est l'emblème, le cloud derrière, la cybersécurité, etc. Pour des boîtes de services comme Téléperformance, et c'est pas nouveau, le marché considère à ce stade que c'est quand même plutôt un vent de face, en net, en tout cas, pour une société comme Téléperformance. Relations clients, digitalisées, numérisées aujourd'hui. Juste pour donner l'information qui a fait chuter Téléperformance aujourd'hui, c'est de voir la fintech Klarna qui a testé sur un mois son propre chatbot pour gérer sa relation client. Elle dit que ça marche pour les 2/3 des relations engagées avec les clients sur un mois. C'est plus de 2 millions d'échanges et que ça correspond au travail d'une équipe de 700 personnes. Alors, très clairement, depuis quelques mois, on voyait poindre ce type de crainte. On avait eu des réactions il y a quelques mois assez violentes sur un certain nombre de titres suite à la publication d'une étude par un broker américain sur les impacts qu'auraient pu subir certaines sociétés de services. Dedans, il y avait des Publicis, entre autres. Il y avait éventuellement Capgemini dans un premier temps en disant qu'une partie des tâches que pouvaient faire les sociétés de services informatiques auraient pu être remplacées par de l'intelligence artificielle. Et pour l'instant, on était dans l'ordre de l'appréhension du fantasme. Là, on a un premier exemple un peu concret de ce qui pourrait arriver. Alors, est-ce que ça va se matérialiser ou pas pour Téléperformance ? Très clairement, aujourd'hui, compte tenu du champ d'application, ils sont clairement visés. Maintenant, est-ce que pour autant, il faut les enterrer ? C'est peut-être un peu trop tôt pour le dire, parce que Téléperformance a aussi peut-être la possibilité de s'adapter. Et en tout cas, elle en a certainement ce que ça prouve, c'est qu'elle a certainement la nécessité de s'adapter. Ça fait pas de doute. Mais la société pourrait très certainement, elle aussi, utiliser l'intelligence artificielle pour être plus efficiente. La question, elle est peut-être un peu différente. C'est dans quelle mesure, en réalité, ça va pas donner l'opportunité à un certain nombre de groupes qui avaient externalisé leurs relations clients. Cela n'a pas donné l'opportunité de réinternaliser cette relation client à moindre coût. Je prends un exemple. Sur le marché français des télécoms, les grands opérateurs historiques que sont Orange, SFR, à un moment donné, pour optimiser leur base de coûts, avaient externalisé cette fonction. Il y en a un seul qui l'avait internalisé parce qu'il était parti après les autres, c'était Iliad, et qui en réalité avait, dès le départ, expliqué que la relation client, c'était aujourd'hui la seule chose qu'il avait concrète avec ses clients et qu'il ne voulait pas l'externaliser. Et donc, qui, dès le départ, avait fait un choix d'avoir ses propres centres d'appel. La vraie question qu'on peut se poser, du coup, c'est est-ce que, si on arrive à faire ça de manière beaucoup plus efficiente et beaucoup moins chère, on ne va pas avoir un certain nombre de groupes qui ne vont pas être tentés de réinternaliser cette fonction. Une vague de réinternalisation de certains services qui ont été externalisés et parfois depuis des années et des décennies. Donc ça peut être l'opportunité. Mais dans tous les cas, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que si on doit faire baisser les prix, ils ne vont peut-être pas réinternaliser, mais en tout cas, ça veut dire que la valeur captée ou la valeur du service de Téléperformance, en tout cas, va avoir une pression sur les prix massive. Il va falloir upgrader le niveau de service alors. Et sans doute baisser ses prix. Donc, de toute façon, ils sont dans une situation où il y a une obligation de réaction. Bon, donc, voilà, comme vous le disiez, c'est peut-être la première fois qu'on a un exemple un peu concret, un peu tangible, un peu appliqué. Qui ne soit pas juste une note de broker partant d'hypothèses, de spéculation, etc. Mais qui vient valider sans doute un élément, c'est que l'intelligence artificielle va avoir un impact concret sur l'activité des entreprises, en positif et parfois en négatif. Bon.
Téléperformance a communiqué au cours de la séance. Le titre a été réservé à la baisse, suspendu, je crois que ça perdait 25%, etc. Ils ont sans doute très bien fait de communiquer. C'est ce que rappelait Pauline tout à l'heure, en disant que l'activité du groupe Téléperformance, il ne fallait pas tirer des conclusions définitives de la communication d'une société. Il ne cite pas Klarna en l'occurrence, mais tout le monde sait que ce stade, on est sur un mois. Le cours de bourse a un peu remonté. Enfin, il termine en baisse, mais on est plus à moins 20. À ce stade, on est sur une expérience d'un mois. Mais la bourse a tendance à anticiper. Et donc, ce que l'achète la bourse, c'est pas l'activité 2024. Non. C'est comment le groupe, quelle sera la physionomie du groupe d'ici à 2027 ou 2030. Ouais. Bon, c'est un peu grandeur et décadence. C'est sûr qu'il y a des aspects très positifs et le marché a sans doute envie de se concentrer fortement sur les aspects positifs générés par les développements IA. Et puis, encore une fois, Téléperf nous rappelle qu'il n'y a pas que du positif, peut-être, en tout cas sur le plan boursier, même sur le plan opérationnel pour un certain nombre de groupes et d'industries de services. Oui, mais ça met aussi l'accent sur les points positifs, justement. Parce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, en soi, pour beaucoup, c'est quelque chose d'assez abstrait. Et on voit peu en fait d'efficience impactée pour les entreprises, c'est-à-dire les effets réels de toute cette intelligence artificielle qu'on nous promet tant, qu'on valorise aujourd'hui et sur lequel beaucoup investissent. Donc en termes d'investissement pour les entreprises. Ouais. Donc aujourd'hui, on voit les premiers effets et les premières concrétisations réelles. Donc ça veut dire quoi ? Ça nous enseigne que c'est un secteur sur lequel on doit être présent, parce qu'il faut participer à ces évolutions, parce qu'elles ont des impacts réels et économiques au niveau des entreprises. Donc évidemment, on va avoir des gagnants et des perdants, mais il va aussi y avoir des gagnants. Là aussi, il faut regarder le verre aussi à moitié plein. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de ce qui se passe autour de Nvidia aux États-Unis. Oui, les gagnants sur la tech, ils sont souvent américains, ils sont souvent cotés au Nasdaq. C'est une réalité. Les sociétés de software qui sont très présentes dans les développements, dans le codage justement de toutes ces systèmes qui vont permettre de gagner en efficience pour les entreprises, ils sont souvent là-bas. Donc ça nous oblige à se diriger vers des entreprises qui sont plutôt là-bas. Ça, c'est eux qui vont fournir à la fois les puces, Nvidia, et les services associés, en tout cas les plateformes logicielles associées. Après, il y a tout ce que ça va générer comme impact dans des entreprises qui vont se servir de ces outils. Exactement, parce qu'aujourd'hui, il va y avoir plein d'applicatifs. Là, on a un premier applicatif, mais il y en a des tonnes qui sont en train de voir le jour, parce qu'on a la face émergée, qui est aujourd'hui le chat GPT et compagnie. Mais la réalité, c'est que le codage qui est en train d'être fait par beaucoup sur justement ces systèmes intelligents vont impacter énormément de secteurs d'activité qui vont aller de la construction jusqu'aux services les plus technologiques, les plus importants dans les gestions des bases de données. Donc aujourd'hui, c'est extrêmement large en termes de panels et on commence à en toucher juste les premières ébauches. Donc c'est pour ça qu'il est très très important pour l'investisseur aujourd'hui de regarder ça très sérieusement et d'investir. Alors on peut évidemment aller sur les grands leaders que sont Nvidia, mais on peut aller aussi s'intéresser sur le secteur de la tech, évidemment plus au sens large. Il y a quelque chose de plus large et de plus profond que de simplement savoir si Nvidia est cher, trop cher, pas assez cher, etc. Exactement, exactement. Mais moi j'ai plutôt tendance à penser que tant que les valeurs sont chères, il faut quand même aussi rester dessus, savoir tenir des positions. On peut les travailler, c'est-à-dire vendre une partie de sa position, la racheter quand elle est un peu moins chère, mais garder un socle, c'est important parce qu'il faut participer encore une fois à cet essor qui est une réalité. On en touche les premières choses aujourd'hui. Autre exemple, on en parlera demain, c'est dans le secteur de la santé. On m'explique que sur le développement de molécules, le go-to-market peut être réduit de plusieurs années, qu'en cancéro, il y a déjà des boîtes qui sont capables de délivrer des molécules en 4-5 ans, là où il fallait 10 ans peut-être sans la puissance de calcul apportée aujourd'hui par l'intelligence artificielle. Alors Stéphane, vous n'avez pas encore réagi et puis on continue le tour de table, le sujet est passionnant. Non, sur l'IA, sur ce que les réactions de marché qui sont ou dans un sens ou dans l'autre, qui peuvent être très très fortes, et puis sur le côté, s'il faut s'interroger sur l'idée d'une bulle, partant de Nvidia, comment est-ce que les choses se diffusent, quels sont les secteurs les plus corrélés aujourd'hui, j'allais dire, à la dictature imposée par Nvidia sur les marchés, et est-ce qu'il y a des segments qui sont déjà peut-être même un peu trop chauds pour vous en tant qu'investisseur? Alors on parle
beaucoup des magnifiques sept. Alors en anglais, ça s'appelle les Magnificent Seven. Je vous rappelle que c'est un film qui était les 7 mercenaires en français. Il y a 3 ou 4 mercenaires qui meurent avant la fin du film, je rappelle. Donc, il faut faire un petit peu attention. Et si vous regardez la perf des 7 magnifiques depuis le début de l'année, Nvidia, c'est très bien. Alors, nous, on est actionnaires, on est ravis. Mais il y en a 2 ou 3 autres qui ont un petit peu... Tesla a décroché, Apple a décroché, voilà. Amazon ne fait pas grand-chose. Pardon, et Google est négatif. Et Google est négatif aussi, year-to-date. Oui, c'est ça. Donc, il reste Nvidia et Microsoft, quoi. Oui, donc il faut faire attention. Et en termes de valorisation, on en parlait avant le plateau. Nvidia, ça se paye 25 fois les résultats de l'année prochaine. Je rappelle que L'Oréal, c'est 30 fois. Donc, j'ai du mal à appeler ça une bulle spéculative. Après, ce qui se passe, c'est qu'effectivement... on a un problème à moyen terme sur Nvidia. Je rappelle qu'ils ont des marges brutes à 75%, 76% même. Alors pour vous donner un ordre de grandeur, ça paraît colossal, le secteur où les marges brutes sont très très élevées, c'est le luxe. Et le champion hors catégorie, c'est Hermès, qui est autour de 65 à 70%. Nvidia, c'est 76%. Donc c'est monstrueux. Ça ne peut pas durer les siècles et les siècles. À un moment donné, forcément, ça va se calmer. Mais pour l'instant, pour moi, il n'y a pas de bulle spéculative. Il y a un double bémol, je pense. Un, c'est que dans certains secteurs, par contre, périphériques à l'IA, en particulier sur la sécurité, on commence à avoir des boîtes qui se traitent à 80-90 fois les earnings. Là, honnêtement, nous, on en avait un portefeuille, on a commencé à les sortir parce que... C'est allé vite et fort, quoi. Voilà, c'est allé peut-être un peu trop vite, un peu trop fort. Ouais. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne sont pas positionnés complètement sur l'IA parce que c'est allé très vite. Donc dire que Nvidia n'est pas une bulle maintenant, ça ne veut pas dire que ce ne sera pas une bulle dans 6 mois ou dans 1 an. Ouais. Donc je pense qu'il faut regarder, mais les perspectives sont, pour moi, très très bonnes encore. Hein. Mais c'est intéressant. Vous dites le PE de Nvidia, c'est 25. C'est moins que L'Oréal, c'est moins qu'Hermès, etc. Ouais. Mais ça veut dire que malgré des résultats stratosphériques, et je ne redonne plus, enfin, c'est les IPS multipliés par, je ne sais plus, 4, 5 sur 1 an, la marge brute qui passe de 66 à 76% en 1 an, etc. Bref, tout ça est spectaculaire, bien sûr. Mais ça veut dire que le marché considère que ça vaut toujours 25 de PE. Alors, que ça vaut pas plus. Alors, c'est bien 25, c'est riche, c'est plus que la moyenne du marché américain. Oui. Mais encore une fois, c'est pas, y a pas l'idée que ça va devenir une franchise comme Hermès qui peut se permettre de se payer 40 de PE, quoi. C'est cher, mais c'est pas du tout déraisonnable, c'est pas du tout de l'euphorie. Ce qui est intéressant sur Nvidia, c'est quand nous on est rentré sur le titre, on nous disait 2023-2024, c'est le pic, parce que tout le monde va acheter des puces pour générer de l'IA. Une fois qu'ils sont équipés, c'est fini. Bon, maintenant, on me dit c'est 2024-2025. Moi, je demande à voir la vitesse à laquelle ça va. C'est simplement une course à l'armement. Donc, le 2024-2025, ça va devenir 2025-2026. Donc, c'est aussi pour ça qu'on... Puis, il faut renouveler le GPU, moi, ce qu'on m'a expliqué. Au bout de 4-5 ans, il faut renouveler. Hein. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que Nvidia est en train de générer une activité de service périphérique qui a un relais de croissance. Je vais vous donner un exemple. Il y a un problème en informatique qui est abominablement compliqué. On n'a pas de solution. C'est le problème du voyageur de commerce. Donc vous avez 20 villes où vous dépassez. Il faut trouver le meilleur chemin. Voilà, d'accord. Le plus efficace, quoi. On n'a pas d'algorithme qui trouve la meilleure solution. Donc ça se fait par... bon, bref, c'est... compliqué. C'est compliqué. Mais en fait, ils sont en train de développer des algorithmes qui optimisent ce genre de choses et qui vont revendre à Amazon, donc c'est plus juste du hard. Et donc, c'est plus juste du hardware. Exactement. Du hard tech. C'est plus du hard, c'est du hard et du soft. Et on verra peut-être que c'est pas suffisant pour faire un relais de croissance important. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est assez marrant. C'est un peu comme les baisses de taux de la Fed. C'est dans 3 mois, sauf que c'est toujours dans 3 mois et puis on n'arrête pas de les repousser. Et là, le pic sur Nvidia, c'est un peu la même chose. C'est toujours pour l'année prochaine, sauf que on le repousse. Oui, et puis dit Jensen Huang, 40% de mes facturations, c'est encore les GAFA, mais attention, il y en a d'autres qui arrivent. Services financiers, healthcare, automobile, et là, ils dépensent déjà des milliards pour se en santé, puissance de je vous calcul. Rejoins, il y a des possibilités. Je ne veux pas prendre trop de temps, mais il y a une application, par exemple, qui est extraordinaire. C'est Apple qui a présenté ça il n'y a pas longtemps dans un séminaire, avec les lunettes Apple.
vous pouvez regarder la pupille de l'utilisateur et vous détectez une crise cardiaque à l'avance. Ça marche comment? C'est de la reconnaissance. Oui. Quand vous avez une crise cardiaque, en fait, vous avez un problème de pression sanguine. Et donc, et on est capable de le détecter à travers l'IRS. Voilà. Vous allez sauver des vies avec ce genre de choses. C'est extraordinaire ce qui va se passer. Donc je pense que NVIDIA, c'est pas forcément fini. On verra. Vos commentaires, Gilles? Vous avez pu réagir plusieurs fois là. Non, plusieurs fois. Non, mais sur NVIDIA, c'est vrai que ça paraît pas très cher. Maintenant, ce qu'il faut garder en tête, c'est que ça se paye 25 fois l'an prochain sur des estimations d'une marge brute qui tient et d'un chiffre d'affaires qui va encore doubler. Certes. Et donc, on a quand même des attentes qui sont relativement élevées pour un secteur où, sur une société pour laquelle on avait un producteur, si on schématise un peu et qu'on caricature, qui faisait des puces. Et les puces, c'est plutôt un business qui fait 40% de marge brute plutôt que 75%. Et donc, effectivement, ils ont bénéficié, ou ils ont eu la capacité de monter les prix parce qu'il y a eu un besoin soudain pour une urgence pour cette intelligence artificielle. Et on voit les seuls disponibles. Mais on voit quand même qu'il y a un certain nombre de concurrents qui sont en train de s'équiper. Et si je fais un parallèle qui sera pas bon, les GPU se revendent déjà sur le marché secondaire. Voilà, mais il y en a qui rachètent du GPU sur le secondaire. Si je fais un parallèle et qui sera pas tout à fait bon parce qu'on peut pas le transposer comme ça, mais si on se remet il y a 2 ans en arrière, on nous expliquait que le prix du gaz devait s'envoler parce qu'on n'aurait pas suffisamment de stockage et que on allait avoir un vrai problème sur le gaz. On a réagi, comme on n'avait plus de gaz, on a développé énormément de stockage de gaz en très peu de temps. Au bout de 2 ans, on nous explique que le prix du gaz va retourner là où il était avant. On s'adapte toujours plus vite que ce qu'on imagine, oui. Voilà. Donc, oui, il y a une croissance en volume à venir pour NVIDIA qui est, je veux dire, certaine. Là où il faudrait être un tout petit peu plus méfiant peut-être, c'est à savoir à partir de quel moment la concurrence va arriver. C'est ça. Et suivant le moment où suivre la concurrence qu'il faut. On va voir arriver la concurrence. C'est à ce moment-là qu'on pourra avoir de la pression sur la marge brute et donc sur la marge et donc sur un ralentissement de la croissance des résultats. Après, s'ils arrivent à pivoter en termes de business model, créer une espèce de plateforme de services et de solutions, là on change de dimension. Voilà. C'est un autre statut encore qui attend demain peut-être NVIDIA, comme passer de l'iPhone au service chez Apple. Mais voilà, et donc le marché aujourd'hui, il est prêt à acheter 25 fois 2025 parce que c'est relativement proche et que c'est relativement visible. Là où on a une question, c'est quand on va vouloir tendre les temps, parce que là, effectivement, il y a un peu plus de questions qui se posent. Et sur la question que vous posiez sur à qui ça peut profiter, l'intelligence artificielle, on le voit, ça va révolutionner un certain nombre d'industries. Mais en réalité, il y a quand même des prérequis pour utiliser l'intelligence artificielle. Parce que qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle en réalité? C'est l'exploitation des données. Bien sûr. Pour faire de l'exploitation des données, il faut commencer par les structurer, les organiser. Il faut des datasets. Ouais. Et donc pour ça, c'est un travail phénoménal de structuration. Donc soit vous partez d'une feuille blanche et vous avez un avantage au nouvel entrant dans une industrie qui va partir. Alors, il a un avantage parce qu'il va avoir un dataset qui va être propre, donc une base de données qui va être propre. Mais en réalité, il va avoir un gros inconvénient, c'est qu'il n'aura pas l'historique de données. Et donc, on va avoir un combat entre les nouveaux entrants qui vont arriver avec une base de données qui va être propre, bien organisée, et des acteurs historiques qui sont en train de se structurer, qui vont avoir besoin des Capgemini de ce monde. Donc, à qui ça va profiter? Aux Capgemini de ce monde et à toutes ces sociétés-là, qui vont arriver et proposer leurs conseils pour structurer ces bases de données, parce que c'est à partir de là qu'on va pouvoir ensuite faire des efficiences. Bon. On verra. Apple, qui est peut-être un peu en décalage par rapport à cette course, nous dit, bon, j'arrête la voiture, je vais tout mettre sur l'IA maintenant. Je passe de l'Apple Car à l'Apple Care. Et eux, en termes de collecte et de base de données, ils savent un peu de quoi ils savent de quoi ils parlent et ils savent de quoi on est fait, en l'occurrence. C'est super intéressant parce que ces sociétés-là sont aussi toujours capables d'innover, d'évoluer, et c'est ça qui rend aujourd'hui encore notre métier extrêmement intéressant. C'est que Apple peut dépenser des milliards pendant 10 ans sur un projet en se disant to the moon, on va sortir une voiture, on sera devant Tesla, etc. Et s'apercevoir finalement que ça ne va pas le faire, plier le dossier, et je veux dire, financièrement, c'est zéro impact, quoi. Parce que justement, le reste a permis de financer. C'est tout l'enjeu de l'investissement et de garder les montants d'investissement dans lesquels on s'était engagé à avoir. Mais quand on revient juste un dernier mot sur NVIDIA, NVIDIA, il y a
3 ans, nous expliquait que c'était 4 ou 5 ans, nous expliquait que c'était des cartes graphiques. Ouais. Ensuite, on nous a dit que ça a été le Bitcoin qui nous a fait monter le mining. Aujourd'hui, c'est les bases de l'intelligence. Mining, Metaverse, ils ont tout fait. Je crois qu'ils sont passés toutes les modes. Ils ont suivi toutes les modes. C'est génial. Et ça, c'est aussi le propre de sociétés qui savent s'adapter à leur environnement, évoluer et qui ont une capacité à épouser quelque part la demande d'une façon extraordinaire. Et ça, c'est des managements qu'il faut saluer parce que justement, on voit souvent les entreprises, il y a souvent des leaders, des grands leaders qui arrivent à piloter ce genre d'animaux, qui sont les grandes sociétés, et il n'y en a pas beaucoup. Et là, on est dans le cas d'une entreprise qui a su pivoter sur les 5 dernières années d'une façon magnifique. Donc voilà, un petit mot pour... Oui, Jensen Huang, il faut bien se mettre ce nom en tête. Évidemment, c'est déjà une star. Nvidia est une franchise qui est connue depuis des années de tous les gamers de la planète, ou en tout cas tous ceux qui ont des amis qui jouent aux jeux vidéo. Tout le monde sait ce que c'est que Nvidia, c'est flagué sur les laptops, sur les écrans d'ordinateur, etc. Donc la franchise, elle existe déjà. Elle prend une nouvelle dimension et Jensen Huang devient peut-être plus important que Jérôme Powell. C'était Non, mais si, c'est sous forme de provocation, mais ça stimule un peu le débat. C'est-à-dire quand on voit la perf du marché de Nvidia, complètement décorrélé de ce qui se passe sur les marchés obligataires, le marché a effacé 3-4 baisses de taux comme ça en quelques semaines. Petite correction sur le marché obligataire, même si on reste dans des niveaux de taux qui sont connus aujourd'hui. Et sur le marché action, je veux dire, ça n'a défrisé personne. Oui, mais la question, c'est pourquoi est-ce qu'on a enlevé ces baisses de taux ? Et la réponse, c'est tout simple, c'est que le consensus était un petit peu trop bas. Enfin, honnêtement, j'ai un petit peu du mal à comprendre le consensus à la fin de l'année dernière. On est passé sur les prévisions de croissance aux États-Unis de 1,2% grosso modo en octobre-novembre, à 2 maintenant. Donc forcément, si vous avez autant de croissance, vous repoussez les baisses de taux, parce que vous n'avez pas besoin de baisse de taux, mais ça ne peut être qu'une bonne nouvelle pour l'économie, et donc pour les bénéfices, et donc pour les entreprises. Et on est sur la saison des résultats du 4e trimestre, là, qui est plutôt pas mal du tout aux États-Unis. Et une fois de plus, alors c'est assez marrant, parce que j'étais venu il y a quelques mois en disant les marges des entreprises vont tenir. On m'a dit non, tu es fou. Bon, vous regardez. Chaque trimestre, c'est la même histoire. Eh ben ouais, depuis 2 ans, au moins depuis 2 ans. On me dit mais non, n'importe quoi, etc. Non, vous regardez. Alors, ce qui est intéressant, le S&P, mais aussi l'Eurostock, les surprises sur les chiffres d'affaires sont marginaux. Ouais, c'est du 0 plus, 0 moins. Ouais. Par contre, sur les EPS, il y a des très grosses surprises. On est à plus 7% de surprise sur l'Eurostock pour l'instant. Mais ça veut dire quoi ? Il y a une vraie détente sur les coûts, malgré la hausse des salaires. Il y a une vraie détente sur la base de coûts des entreprises. Il y a eu des gains d'efficacité déjà, liés peut-être, j'en sais rien, à des gains de productivité ou autres. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a d'une part une croissance qui est plus forte qu'attendue. Ça, oui. Donc forcément, ça aide. Et je pense sincèrement que les entreprises ont fait un travail extraordinaire en termes de réduction de leurs coûts. Ce qu'on voit maintenant, c'est que les entreprises ont besoin de beaucoup, beaucoup moins de croissance économique pour générer de la croissance de bénéfices et pour générer de la marge. C'est-à-dire que quand vous regardez... alors, je ne vais pas vous embêter avec la cuisine économique. Si, mais c'est intéressant. C'est quand vous faites des modèles glissants... il y a 20 ans, vous disiez il me faut beaucoup de croissance pour gagner de l'argent. Là, il y a 10 ans, il me fallait un peu de croissance. Là, il ne me faut quasiment plus rien, quoi. Ouais. Et donc, il y a vraiment quelque chose qui a changé. Alors, est-ce que ça va durer indéfiniment ? C'est la même question que pour Nvidia, on ne sait pas. Mais il y a vraiment quelque chose d'impressionnant qui s'est passé. Et donc, si je repousse mes hausses de taux... parce que tout va très bien, madame la marquise, écoutez... je dis juste que l'état d'esprit de la fin du 3e trimestre l'an dernier était justement un peu différent. C'est-à-dire quand on a vu la croissance américaine réaccélérer à ce point-là, sortie du Q3, le taux 10 ans, le taux réel s'envolait, on revenait à 5% sur le 10 ans, et là, pour le marché action, c'était pas une très jolie histoire. Oui. Et pourtant, c'était bien de la croissance, et de la croissance nominale. Oui, mais si vous vous souvenez, en octobre-novembre, il y avait encore l'idée qu'on allait avoir une crise, qu'on allait avoir... Il y avait ce débat hard landing, soft landing. Je comprends. Là, honnêtement, le débat hard landing, soft landing, je ne vais pas dire qu'il a du plomb dans l'aile, mais il a complètement disparu. Quand on regarde les marchés et qu'on veut valoriser les marchés, en fait, on prend, si on caricature encore une fois, 2 éléments. On regarde le multiple de valorisation et les résultats attendus.
Aujourd'hui, la question qui se pose, c'est oui, la baisse des taux qui se matérialise pas, ça empêche une revalorisation du multiple de valorisation. Et donc, on va avoir un multiple de valorisation qui peut-être va pas baisser, quoi. Voilà. Mais de l'autre côté, on a des earnings, on a des résultats qui vont être en réalité plus importants. Et donc, il faut retrouver cet équilibre. Et en fait, donc, cette augmentation du multiple de valorisation qui va pas se faire à cause de... En fait, il va être compensé. Cette baisse du multiple de valorisation, en fait, elle va être compensée par cette croissance d'earnings. Et quand on revient sur la croissance d'earnings, sur effectivement la bonne qualité... Après, on révise un peu à la baisse en Europe quand même, là. Alors, en fait, on voit des choses différentes suivant les secteurs. Mais quand on regarde quand même, et c'est ce qu'a expliqué une partie de la hausse et des variations sur les publications, c'est que là où on a eu des très bonnes surprises quasiment systématiquement, c'était un peu sur les marges, mais c'était sur les générations de cash. Ce qu'on a vu, c'était la multiplication des annonces de plans de rachat d'actions. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, on a eu, et on l'avait oublié quelque part, des entreprises qui avaient fait monter leurs besoins en fonds de roulement avec les disruptions sur les chaînes d'approvisionnement, avec l'augmentation des coûts de logistique. Aujourd'hui, on commence à retrouver des puces, alors pas des GPU, mais on retrouve des puces normales, on retrouve des semi-conducteurs, on a plus de tension dans la logistique, et donc en fait, elles ont été en mesure d'abaisser fortement les stocks. Quand vous baissez vos stocks, quelque part, vous baissez vos coûts, et donc vous générez non seulement plus de résultats, mais vous générez surtout plus de cash flow. Et donc ça a été la vraie bonne surprise, que ce soit de Michelin. Je veux dire, qui aurait imaginé que Stellantis puisse faire 3 milliards de buyback? Je veux dire, c'est juste un chiffre. Je veux dire, moi, vous m'aviez demandé il y a 3 ans, avant la fusion avec Stellantis, je vous aurais dit, c'est une boîte qui doit bientôt disparaître. Mais, donc, c'est juste extraordinaire. Qu'est-ce qu'on met en face de la tech ? C'est-à-dire dans un portefeuille action, enfin, je veux dire... la tech, c'est bien, mais est-ce qu'on a envie, je sais pas, de se couvrir, ou en tout cas d'aller regarder, quand même, de chercher de la valeur, en se disant, je sais pas, s'il y a un pain sur une des 7 magnifiques, et ça peut arriver, vous le disiez, Apple n'a pas une très belle tête, etc., etc. S'il y a un gros pain, encore une fois, même un -20 sur Nvidia, c'est rien par rapport au parcours, mais ça peut arriver. Qu'est-ce qu'on a envie d'avoir en face En fait, ce qui est génial, c'est qu'il y a plein de choses aujourd'hui qu'on a envie d'avoir en face. C'est ça qui est... On a aujourd'hui pléthore pour l'investisseur de choix d'investissement. On a à la fois d'autres classes d'actifs, parce que l'obligataire ne fait rien depuis le début de l'année, si on regarde, avec les taux qui se tiennent et qui voient qui montent un peu. Ça a corrigé un peu, oui. Résultat, on a même ceux qui aimaient l'obligataire en fin d'année dernière, il n'y a pas de raison qu'ils n'aiment pas l'obligataire à nouveau aujourd'hui. Classe d'actifs qui reste encore intéressante pour l'investisseur. Donc ça, c'en est une. Après, si on veut continuer à faire de l'action et qu'on recherche des thématiques d'investissement, en effet, on peut commencer à alléger peut-être un peu ces valeurs qui ont eu des parcours boursiers exceptionnels pour les diversifier. On peut quand même garder de la tech parce qu'il y a d'autres choses que les Magnificent Seven. Il y a plein d'autres valeurs dans la tech, dans les logiciels, dans le software. Non, mais hors de question d'abandonner la tech, c'est pas du tout le sujet. Il y a d'autres sujets. Vous regardez le secteur de la santé, rien depuis des années. Un retard monstrueux. Et pourtant, c'est un secteur qui s'est normalisé post-Covid. Ça y est, c'est fini. Ouais. Nettoyage, tous les effets, coup de fouet à la hausse, coup de fouet à la baisse, c'est nettoyé. Là. Exactement. Ils ont leur Nvidia avec Novo, et Microsoft et Lilly, et Lilly et Nvidia. Ouais. On voit que juste une petite phase 2 qui marche bien dans la thématique peut donner comme renouveau sur la thématique immédiate. Donc on voit, c'était Viking hier. Ça a doublé. Donc clairement, c'est un secteur qu'il faut continuer à regarder et qui, pour le coup, est investissable pour celui qui cherche des valorisations relativement modestes. Ouais. Après, il y en a plein d'autres. Vous regardez, les small caps, un jour ça viendra. Le jour où Madame Lagarde voudra gentiment briller et baisser ses taux, il y aura du flux qui reviendra sur cette thématique. L'élastique, il est extrêmement tendu, il va se détendre. Regardez les résultats ce matin, Interparfums, ça fait partie du small et mid cap. C'est extrêmement bon. Donc clairement, il y a du potentiel de valorisation sur ces secteurs-là. Donc pour l'investisseur qui ne regarde pas à la semaine ce que va faire Nvidia, clairement, il y a plein d'autres secteurs qui sont investissables aujourd'hui et ça vaut le coup de rester investi parce que
quoi qu'on en dise, vous pouvez même faire du cash à 4%, vous pouvez faire de l'obligataire qui a des rendements, allez, entre l'investment grade et le high yield, si on fait une moyenne, on est autour de 5,5 à 6, sur des maturités assez courtes. On peut continuer à faire de l'action parce qu'il y a des valorisations qui sont intéressantes, et je ne vous cache pas qu'en plus, avec ces entreprises qui sont extrêmement bien gérées, parce que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le signe d'entreprises très bien gérées. Si elles font autant de free cash flow, c'est parce qu'aujourd'hui, qu'elles peuvent annoncer des rachats d'actions, elles sont très bien gérées. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir bonne distribution de dividendes, souvent entre les mois de avril, mai, juin. Donc voilà, c'est une thématique, la thématique du dividende aussi, qu'on va pouvoir faire, et on va pouvoir jouer aujourd'hui dans les portefeuilles. Donc ça milite, en tout cas, pour rester investi et ajuster son risque avec plus d'obligataires si on est plus défensif, oui, bien sûr, ou plus d'actions, et être vraiment investi en actions si on est prêt à subir un peu de volatilité. Est-ce que, Stéphane, je vous passe la parole dans un instant, je vais revenir avec Gilles. Est-ce que la diversification, ça paye, effectivement, et comment on a envie d'être diversifié? Alors, en dehors des 7 magnifiques aux États-Unis, ou chez nous en Europe, c'est les granolas. C'était Goldman Sachs 2020 qui avait identifié 11 grandes valeurs européennes, remises au goût du jour, parce que c'est vrai que quand on relève les compteurs 2 ans après, effectivement, les granolas, je les cite, GlaxoSmithKline, Roche, ASML, Nestlé, Novartis, Novo Nordisk, L'Oréal, LVMH, AstraZeneca, SAP, Sanofi. Quand on fait les performances ajustées depuis 2021, c'est un groupe de valeurs qui fait aussi bien, voire mieux, que les 7 magnifiques. Alors, non seulement ça fait aussi bien, voire mieux, c'est plus diversifié. Ça se paye 16 fois les résultats de l'année prochaine contre 25 fois pour les 7 magnifiques. Et ça a effectivement ajusté de la volatilité. Ouais. Ça a une meilleure performance. Donc, effectivement... la bonne nouvelle, c'est que l'Europe n'est pas morte et qu'il y a des choses à faire. Mais même en regardant dans le passé, on se dit que c'était intéressant de se diversifier en Europe. Et c'est intéressant. Et je pense que la diversification, on n'en voit pas forcément le bénéfice instantané, mais on ne peut pas... je pense que c'est le bénéfice de la diversification, il se voit sur la durée. Ouais. Et donc aujourd'hui, effectivement, on pourrait dire, oui, si j'avais eu un seul titre dans mon portefeuille qui était Novo Nordisk ou Nvidia, j'aurais fait beaucoup mieux. Mais pour moi, c'est des calculs qui sont quand même des calculs à courte vue. Je pense qu'il y a toujours un bénéfice à la diversification. Ou alors, vous s'appelez Warren Buffett, quoi. Voilà. Non, mais il est diversifié dans son portefeuille. Il est quand même diversifié dans son portefeuille. Mais à part Coca, Amex et Apple, oui, il a mis 5 trading houses japonaises, quoi, effectivement, depuis 2 ans, quoi. D'accord. Mais non, mais bon. Du coup, il y a quand même une certaine... Voilà, aujourd'hui, si on veut aller chercher de la diversification, j'irai chercher de la diversification et peut-être de la décorrélation. Un sujet dont on ne parle pas, dont on parle assez peu, et c'est la pire performance, je crois, depuis le début de l'année, et même depuis maintenant 18 mois, qui était un sujet qui était très à la mode il y a 2 ans. On parle d'intelligence artificielle. On parle d'intelligence, ça veut dire un besoin de data centers énorme. Ah oui. Les data centers vont avoir une consommation électrique, vont représenter, et donc en émissions de CO2, parce que maintenant c'est comme ça qu'il faut réfléchir aussi, qui vont représenter plus que les compagnies aériennes dans les prochaines années. Ouais. Donc la thématique de la transition énergétique qu'on a complètement passé sous silence, qu'on a complètement oublié aujourd'hui, elle a été jetée aux orties. Quand on prend les Neoen et autres, Acciona et EDPR, ça vaut plus rien. Parce que les prix de l'électricité... On n'a pas encore bien en tête la consommation d'un data center à 30 000 GPU comme celui qui fait tourner ChatGPT. Donc ça veut dire qu'on va avoir de la montée de consommation électrique. Et à l'inverse, ce qu'on voit, c'est qu'on dit que les prix de l'électricité ont baissé à court terme. Mais il y a quelque chose qui ne va pas, parce qu'en fait, quand on va construire tous ces renouveaux de besoins d'électricité, ça va générer. Donc aujourd'hui, je pense que continuer à accumuler dans son portefeuille des valeurs de génération, si possible, sans émission de CO2, et des valeurs de réseau qui valent rien parce qu'elles ont bougé sur les taux. Ouais. Si vous n'avez pas de réseau, vous n'aurez rien de tout ça. On ne pourra pas faire tourner les GPU. Ah c'est sûr. Donc, si on se met à consommer de l'IA comme des malades, en plus des trajectoires qui étaient déjà devant nous en matière de consommation et d'émissions. Cette semaine, on a eu les résultats d'Iberdrola. C'est une boîte qui, sur 2 ans, fait rien, mais ils ont quand même cru leurs résultats de 12% l'an dernier, de 10% l'année d'avant, et ça rend du 5% par an. Donc, effectivement, on n'est pas sur les performances, de Nvidia, je vous l'accorde. Non, mais dès qu'on aura pris un peu de recul par rapport à l'obsession Nvidia IA, vous dites, il y a quand même un champ d'investissement qui doit retrouver de la valeur. Quoi. Un secteur qui a bien fonctionné en 2023 et en 2022, et on se dit, bon, ça y est, c'est fini, c'est derrière nous, c'est les bancaires. Mais si l'économie va beaucoup mieux,
Les bancaires, elles traitent encore proches de leur plus bas historique. Les actionnaires, c'est 100 milliards de résultats pour les banques européennes, 120 milliards de retours aux actionnaires. Hein. Voilà. Du coup, les bancaires, si on est effectivement dans une économie qui va mieux, il y a peut-être encore de la place pour performer. Et si on n'a pas de surprise majeure sur le développement économique, je ne serais pas surpris de voir les banques en fin d'année parmi les meilleurs performeurs de l'année. Comment on se diversifie quand on a un terrain de jeu global comme vous, par exemple, Stéphane ? Alors, nous, on commence à effectivement alléger les positions sur tout ce qui est tech, parce que ça a très très bien marché, on a bien gagné notre vie. Mais c'est le débat qu'on a eu tout à l'heure à Nvidia, c'est peu probable que ça double de nouveau dans l'année qui vient. Enfin, si ça double, là, ce sera une bulle, et là, il faudra partir en courant. Donc, il faut trouver d'autres relais de croissance. Et une des thématiques, c'est ce dont vous parliez, c'est le cash, c'est très important. Donc, sur les banques, nous, on est actionnaire, par exemple, du Dicrédit, c'est une très belle histoire. Ils ont trop de capital, ils ont des bénéfices qui sont très élevés, ils vont rendre le cash à l'actionnaire et vous vous retrouvez avec une rentabilité qui est proche des 10%. Donc ça, je pense que c'est une thématique importante. Et alors, je vais me faire taper sur les doigts, mais la dernière thématique pour nous, c'est la Chine. On y est depuis un petit moment. Ça marche pas mal du tout quand on fait du stock picking. Ouais. Il y a une valeur, par exemple, qui s'appelle Pindodo, qui est l'actionnaire de nous. Bien sûr. Vous connaissez peut-être. Bon, nous, quand on a lancé le fonds, ça coûtait $70. Là, ça coûte $140. Ouais. Pas mal. C'est une des rares BATX. Alors, elle n'est pas dans les BATX. C'est une des rares. Parce que Baba, c'est pas la même histoire. Là. Oui, mais Baba, Alibaba. Là aussi, on est actionnaire. Baba, c'est à peu près 200 milliards de capitalisation, avec au moins 50 milliards de cash. Ouais. Un free cash flow historique, génération de free cash flow historique. Et vous avez un PE à moins de 10. Et voilà. Donc, il y a un moment, si vous voulez, nous, on continue à le porter. Ça paye un peu quand même là, oui. Enfin, au-delà du picking, le marché commence à il y a un plancher là sur le marché action chinois. Je pense que... Alors, il ne faut surtout pas faire, à mon avis, un ETF sur le marché chinois. Ah. Par contre... Ce qui s'est passé, à mon avis, c'est que le marché a pénalisé la Chine pour de très bonnes raisons. Il y a un ralentissement de la croissance, la gouvernance. Bon, je ne vous refais pas toute l'histoire, vous la connaissez par cœur. Mais comme d'habitude, le marché a pris la bonne thématique et l'a poussé beaucoup, beaucoup trop loin. Ouais. Et il a pénalisé aussi des entreprises qui vont bien, voire très, très bien. Si vous voulez, en Chine, il y a des parties qui vont mal. Ouais. On le sait. C'est rabâché depuis des mois, c'est l'immobilier, et donc les financières, les bancaires, ça, d'accord, on sait, on met ça de côté, mais de l'autre côté, vous avez des valeurs de technologie, vous avez des valeurs de conso qui marchent très très bien. Temu, c'est incroyable. Enfin, c'est fantastique. Je ne sais pas, dans l'histoire, si on a vu une franchise de retail, de distribution se développer à ce niveau-là et à cette vitesse-là, c'est plus gros que H&M et Zara sur le marché américain, quoi. Oui. Et puis Shein va aller en bourse. Et alors pour l'instant, Temu n'a pas de free cash flow parce qu'ils réinvestissent tout en publicité. Alors moi j'ai essayé, comme je suis actionnaire, j'ai commandé des petites cuillères. Si vous voulez tout savoir, vous recevez 3-4 mails par jour après de pub. C'est extraordinaire leur truc. Pour savoir si vous en voulez encore, alors je vous ai livré 150 petites cuillères, monsieur Déo, et vous en prendrez bien encore 150 à 50 centimes, ça coûte rien. Donc vous fermez la porte, il rentre par la fenêtre. Et donc ils sont en train d'investir. Donc pour l'instant, c'est pas profitable. Et le jour où ils ont une part de marché qui est suffisante et où ils arrêtent de faire autant de pubs, le truc, ça part très très vite, en fait. Bon, dernier mot quand même sur les indices au sommet. Je ne sais pas, Aymeric, d'un point de vue indiciel, j'entends. En stock picking, il y a toujours des choses à faire, mais d'un point de vue indiciel, je ne sais pas, est-ce que c'est un moment pour s'interroger quand même sur l'espérance qu'on peut avoir encore du point de vue indiciel sur cette année 2024 ? En fait, on s'aperçoit que les niveaux d'indices, vu la création, la façon dont sont constitués les indices, ça, c'est pas forcément si important que ça, de se dire est-ce que 8000 est un point si important. C'est plus pour donner un caractère au marché, de savoir si on trouve que le marché est très élevé ou pas. C'est vrai qu'il faut aussi, à des moments donnés, savoir trouver, dans le stock picking, on peut le trouver, des valeurs qui peuvent nous hedger
et qui peuvent nous protéger par rapport au marché. Et souvent, on a peu parlé là ce soir de risques. Il y a plein de risques géopolitiques. Et nous, dans les secteurs qu'on aime et qu'on continue d'avoir dans les portefeuilles, c'est le secteur des matières premières, du pétrole particulièrement, qui est notre meilleur edge finalement par rapport à la géopolitique mondiale. Donc on continue d'avoir des choses comme ça qui donnent du rendement et puis qui nous permettent de, au cas où, être rémunéré en attendant. C'est un risk management de son portefeuille. Sur la situation indicielle, Gilles, tout est au plus haut, enfin dans les développés en tout cas. Alors, ouais. Même le Japon. C'est quelque chose qu'on a tendance à pas trop vouloir regarder complètement les indices parce que c'est pas comme ça qu'on appréhende les sociétés. Un thermomètre avec tous les défauts qu'il peut avoir. Mais en fait, maintenant, on s'aperçoit qu'il y a eu une telle évolution dans les acteurs de marché avec les CTA, les fonds indiciels, qu'en réalité, on a pu observer sur tous les marchés du monde une certaine concentration. Et donc, en réalité, quand vous parlez des indices, vous allez regarder, en réalité, elle est moins d'une dizaine de valeurs à chaque fois. Ouais. Et c'est ces 10 valeurs qui vont faire bouger l'ensemble de l'indice. Bon, ça induit quand même un peu de méfiance, parce que ça veut dire que c'est ces valeurs-là qui ont concentré tous les flux, et qui, du coup, en cas de coup de vent, sont susceptibles d'être vendus. Ah ouais. Donc, nous, ça nous incite plutôt à essayer justement de chercher un peu de hedge, comme on le disait, dire voilà, il faut quand même aller chercher de la valeur en dehors de ces valeurs-là. Bien sûr qu'il y a des choses qui restent intéressantes, il est trop tôt pour les vendre, c'est ce qu'on disait, il faut encore rester exposé sur certaines d'entre elles, mais je pense qu'il est important d'aller chercher de la valeur dehors, et on parlait tout à l'heure des small caps. Moi, je trouve ça très intéressant quand je vois que hier, EQT a annoncé avoir lancé un nouveau fonds de 22 milliards. Ouais. Ce qui va être intéressant, c'est comment ils vont le déployer. Ouais. Et là, il y a fort à parier que, effectivement, maintenant qu'on a eu des taux d'intérêt qui sont stabilisés, ils peuvent aller sans doute le redéployer sur les small caps, parce que c'est là où on va pouvoir faire sans doute des bonnes affaires. Un des géants du private equity européen, c'est un groupe scandinave suédois. Si je ne dis pas de bêtises, qui a levé son plus gros flagship millésime ever, dédié notamment à l'investissement en Europe. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché. Gilles Guiboud, AXA IM, Aymeric Didet, Pergam, Stéphane Déo, Eleva Capital.